Bonjour à tous, merci d'être présents, autant en physique qu'à distance. Bienvenue pour ce webinaire sur la finance durable, qui est organisé par Synergie en partenariat avec Green Affaires et BNP Paribas. On va peut-être commencer par un petit tour de table. Moi, c'est Lola Pérez Nico, je suis chargée de mission ingénierie de l'innovation chez Synergie, en charge de l'accompagnement des porteurs de projets. Me concernant, bonjour, merci d'être là. Clarisse Cluzel, BNP Paribas Antilles-Guyane. Je suis responsable de l'équipe entreprise en Guadeloupe. On est un centre d'affaires, on couvre le territoire de la Guadeloupe et des îles du Nord. Et en plus, j'ai une casquette, je pilote le dispositif en faveur de la finance durable pour BNP Paribas aux Antilles-Guyane. Bonjour à tous, moi je suis Céline Marnier, je suis la directrice de l'agence Antilles-Guyane du bureau d'études Green Affaires, bureau d'études énergie et environnement, spécialisé dans la RSE et dans l'accompagnement à la transition énergétique et écologique des entreprises. Très bien, alors je vais juste partager mon écran pour ceux qui sont à distance. Alors normalement, c'est bon. Vous voyez bien tous la présentation? On va débuter. Ok, super. Rapidement, le sommaire de ce webinaire. En premier lieu, on va aborder ce qu'est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Comprendre un petit peu ce que c'est et puis les enjeux qu'elle représente. Ensuite, on va aborder la finance durable. Qu'est-ce que la finance durable? Comment elle s'inscrit dans les impératifs de la transition écologique à ce jour? Et puis, en dernier lieu, les outils qui peuvent être mis à disposition pour les porteurs de projets pour vous aider à déployer vos projets innovants. Sur ce point-là, on aura les 3 interventions. En premier lieu, du pôle d'innovation de Synergie, qui se positionne comme un facilitateur dans l'écosystème territorial guadeloupéen. Puis l'intervention de Céline pour Green Affaires, qui vous présentera les outils vraiment pratiques développés par ce bureau d'études pour initier cette transition énergétique. Et enfin, Clarisse, qui présentera l'offre de BNP Paribas en termes de financement pour vos projets de transition. Un petit point sur les déroulés du webinaire. On a prévu à peu près 1 heure de présentation, 1h10, suivi de 20 minutes de questions-réponses par écrit pour ceux qui sont à distance, mais également ceux en présentiel qui pourront participer. Pour vous le dire, en fait, à distance, on a désactivé les micros. Les questions seront par écrit. Vous pouvez les poser pendant la présentation ou à la fin et on y répondra à la fin de la présentation. Et pour vous l'indiquer également, ce webinaire va être enregistré et nous comptons le rendre disponible sur la chaîne YouTube de Synergie pour le visionner ultérieurement. Alors pour commencer, les enjeux de la RSE par Céline, qui va vous faire une petite introduction sur ce sujet. Très bien, merci beaucoup Lola pour cette introduction. Moi je vais démarrer par justement le concept de la RSE. C'est le concept qui va être à la base de tout ce qu'on va vous raconter pendant ce webinaire. Déjà, un petit rappel des fondamentaux. La responsabilité sociétale des entreprises, donc RSE, c'est bien de ça dont on parle, se définit finalement comme la manière dont les entreprises intègrent, sur une base volontaire, j'insiste, les préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans leurs activités économiques, comme dans leurs interactions avec toutes les parties prenantes, qu'elles soient internes, je pense en particulier aux salariés, ou externes, comme les fournisseurs et les clients. Donc vous voyez sur la gauche de la diapo les 3 piliers du développement durable. Donc le pilier économie, j'allais dire, est inhérent à l'activité même des entreprises. Et si elles veulent s'engager dans une vraie démarche RSE, il faut qu'elles intègrent les 2 piliers suivants, c'est-à-dire le pilier société et le pilier environnement. Les enjeux de la RSE peuvent être catégorisés en 3 grandes parties. D'abord, l'environnement, ce qui va toucher à l'environnement. Donc, tout ce qui est énergie, impact carbone, déchets, eau, mobilité, biodiversité et résilience au changement climatique. Le volet social et sociétal, donc tout ce qui va être santé, sécurité, qualité de vie au travail des collaborateurs, féminisation des métiers, emploi des jeunes, diversité culturelle des collaborateurs, inclusion sociale, impact territorial, formation et montée en compétences. Et enfin, valorisation des richesses humaines. Et puis pour le 3e volet, le volet gouvernance, tout ce qui va toucher à l'éthique et à la transparence, à la gouvernance RSE, aux relations entre les parties prenantes, en particulier avec les salariés,
achats et aux investissements durables, à la politique numérique et de gouvernance des systèmes informatiques, tout ce qui va être normes, labels, certifications et notations extra-financières. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enjeux RSE ne vont pas être les mêmes pour toutes les organisations et toutes les entreprises. Ce que je viens de vous présenter, c'est un état des lieux un petit peu exhaustif, afin que vous connaissiez un petit peu tous les thèmes qu'on peut aborder. Mais après, chaque entreprise, chaque organisation va définir le profil RSE qu'elle souhaite atteindre, va choisir les enjeux les plus cohérents pour elle et éventuellement même refaire les intitulés s'ils ne sont pas clairs. Et puis, chaque organisation est libre de traiter plus ou moins d'enjeux. On est aussi libre de commencer par quelques enjeux et puis progresser au fur et à mesure des années. Qui peut intervenir au niveau de la RSE dans l'entreprise? Et bien en fait, tout le monde. On pense évidemment d'abord aux fonctions support, tout ce qui va être RH, QSE, communication, tout l'aspect finance, puisqu'ils gèrent tout ce qui est politique d'achat, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est événementiel. Mais tous les collaborateurs vont intervenir dans cette démarche. Il peut y avoir évidemment des référents au sein de l'ensemble des salariés, mais on peut aussi mettre en valeur des actes individuels et organiser des challenges pour mobiliser tout le monde. La direction, évidemment, doit s'impliquer puisqu'elle doit être exemplaire et puis c'est elle qui va voter tous les budgets et les orientations. Si nécessaire, il ne faut pas hésiter à se faire appuyer par un prestataire externe, un organisme, un cabinet de conseil qui pourrait aider à structurer la démarche. La maturité des organisations dépend beaucoup de la taille des organisations. Dans les TPE, en général, on lance quelques premières actions, mais on n'a pas vraiment d'équipe, pas vraiment de budget. C'est toujours plein de fraîcheur, mais ça manque encore de structuration. Et puis, progressivement, plus on monte en nombre de collaborateurs, plus les entreprises se structurent. Et finalement, les plus avancés sur ces thématiques, ce sont les grands groupes, parce qu'ils peuvent se permettre d'avoir des équipes, des budgets dédiés. Le cadre autour de la RSE, que ce soit le cadre au niveau des démarches volontaires, c'est-à-dire les labels, ou le cadre réglementaire, se densifie. Cette diapo est volontairement très dense, rassurez-vous, je ne vais pas la détailler, mais c'était vraiment pour illustrer mon propos. On le voit même dans les dates sur la démarche contrainte, c'est-à-dire la réglementation. Entre 2001 et 2012, il ne se passe pas grand-chose, et puis depuis 2014, quasiment chaque année, on a des nouvelles lois, des nouveaux règlements. C'est pareil au niveau de la naissance des labels, de plus en plus de labels naissent et ce panel s'enrichit. Justement, revenons rapidement sur les obligations réglementaires. Elles touchent tout type d'entreprise, du premier salarié jusqu'au grand groupe, et je vais simplement détailler quelques éléments. Donc, comme on l'a vu, la RSE ne touche pas uniquement l'environnement ou l'énergie, mais énormément de thématiques. Par exemple, sur la thématique et l'enjeu de l'économie circulaire, il y a un décret qui s'appelle le décret CEPLU qui impose à toutes les entreprises productrices de déchets de faire le tri. Vous avez aussi une réglementation très importante sur le carbone, c'est l'obligation de réaliser un bilan carbone. Alors, pour la France, c'est 500 collaborateurs, mais pour tout ce qui est Drumcom, c'est 250 collaborateurs. Une fois n'est pas coutume, mais la réglementation est plus exigeante pour nous. Pour tout ce qui va être mobilité, on a aussi la loi d'orientation des mobilités impose la réalisation de plans de mobilité des 50 salariés. Concernant l'enjeu de la diversité, et ça vous le connaissez en particulier si vous répondez à des appels d'offres publics, à partir de 20 employés, on doit justifier de l'emploi de personnes en situation d'handicap dans l'entreprise. Concernant la féminisation, il y a un index égalité professionnelle homme-femme qui est imposé à partir de 50 salariés. Et enfin, concernant la qualité de vie au travail, un CSE est obligatoire à partir de 11 salariés. Concernant les démarches volontaires, donc, qui ne sont pas là pour le coup réglementaires, mais vraiment à l'initiative de l'entreprise, et bien ça va toucher tout ce qui est label. Donc sur la droite de la diapo, j'en ai mis certains les plus connus, en particulier EcoVadis, dont on va reparler plusieurs fois dans cette présentation. L'obtention d'un label par une entreprise traduit déjà un engagement fort de l'organisation sur cette thématique. C'est difficile d'obtenir un label, ça demande beaucoup de travail. Et déjà, d'être assez mature et d'avoir une démarche assez structurée. C'est une vraie volonté, ça caractérise une vraie volonté de l'organisation de s'engager au travers des critères RSE et puis de s'engager dans une démarche d'amélioration continue. C'est nécessaire pour conserver son label, voire évoluer au sein du label. Certains labels ont des médailles de bronze, d'argent et d'or afin de stimuler les entreprises pour qu'elles vont toujours plus. Et puis, bien sûr, quand on a en tant qu'entreprise un label,
Ça permet à l'entreprise ou organisation de communiquer sur son engagement RSE et sur ses résultats. Ça permet de communiquer évidemment auprès de sa clientèle. C'est un argument commercial fort. Ça permet de communiquer auprès de ses prospects lors d'appels d'offres et donc d'actions commerciales. Ça permet de communiquer aussi auprès de ses fournisseurs et partenaires, voire de les embarquer avec soi dans la démarche. Ça permet de communiquer auprès de ses salariés, de ses actionnaires, de ses dirigeants. J'insiste beaucoup sur l'aspect salarié. On a vu qu'il y a tout ce qui est qualité de vie au travail, etc. Ça permet de mobiliser les équipes. Et c'est un argument important auprès des futurs salariés. On le constate aujourd'hui en particulier au niveau de la jeune génération qui aujourd'hui est attentive à ce genre de caractéristiques pour le choix de leur futur emploi. Juste à titre d'exemple, sur la droite de la diapo, je vous ai mis donc Benafer et médaille d'or EcoVadis justement. On accompagne les entreprises en RSE, mais on s'applique aussi à nous-mêmes tous ces concepts. Alors, elles font de ne pas être RSE, quelques exemples rapides pour que vous puissiez un petit peu mieux appréhender ce concept de responsabilité sociétale des entreprises. Par exemple, si un jour vous entendez quelqu'un qui dit « Est-ce que tu pourrais me conseiller un tote bag RSE ?» En fait, ça ne va pas, cette phrase-là. Pourquoi? Parce que RSE n'est pas un adjectif. Un objet ne peut pas être RSE en lui-même. Alors, comment répondre à ce genre de sollicitation? Nous, on a l'habitude en tant que bureau d'études, c'est déjà s'interroger sur le bien fondé des besoins. Le tote bag, ça a l'air sympa, etc. C'est pas du plastique, mais attention quand même au bilan carbone des goodies et à leur pertinence. Est-ce que c'est vraiment utile pour la personne qui va le recevoir? Est-ce que c'est pas un doublon? Est-ce qu'elle va passer dans un placard? Donc, il faut toujours bien mettre la fabrication de goodies en lien avec un projet. Et puis, surtout, préciser le besoin. Pourquoi est-ce qu'on a dit RSE? Est-ce qu'on veut du coton bio, made in France? Ou est-ce qu'on veut un fournisseur qui a une bonne démarche RSE? Il faut toujours préciser la demande. Encore une phrase qui ne va pas trop, qui est un petit peu bancale. Dans mon bilan RSE, le scope 3, c'est le plus important. En fait, le scope 3, et on le reverra plus tard dans la présentation, fait référence uniquement au bilan carbone. C'est un des enjeux de la RSE, mais ce n'est pas le seul. Donc, on ne peut pas dire mon bilan RSE, le scope 3, ça ne va pas. Donc, comment répondre à cette phrase un petit peu bancale? Il faut bien expliquer la différence entre le bilan RSE et bilan carbone. D'ailleurs, bilan RSE, c'est un petit peu flou, c'est pas un terme réglementaire, on va dire ça comme ça, à la différence de bilan carbone. Il peut y avoir certaines lignes en commun, mais le carbone permet uniquement de se focaliser sur l'aspect carbone, alors qu'on a vu que le bilan RSE est bien plus large et c'est un état des lieux vraiment de la maturité de l'entreprise sur tous les volets environnement, social, sociétal et gouvernance. Okay. On a mis des boutons pour faire de l'éco-pâturage, on est très RSE. Alors là, pareil, encore cette phrase est un petit peu bancale et ne va pas. Comme je l'ai dit, RSE, ce n'est pas un adjectif et on ne peut pas la résumer à un seul de ces critères qui là serait l'aspect biodiversité et pollution. Donc, comment répondre à ce type de phrase? Bien sûr, d'abord, il faut valoriser l'initiative sur l'enjeu de la biodiversité, sur la performance économique de cette tonte raisonnée à petit prix, mais il faut inciter à aller plus loin et aborder les autres enjeux de la RSE. Peux-tu me faire un chiffrage pour un audit RSE de ce bâtiment? Là encore, la phrase n'est pas. Pourquoi? Un audit RSE, ça n'existe pas. Ce n'est pas comme un audit BREEAM, un audit HQE ou encore un audit EcoVadis, qui eux qui comportent des critères et une méthodologie qui sont associés à une marque. La RSE, c'est un concept. C'est défini en effet et cadré par une norme, la ISO 26000, mais il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas de grille d'audit disponible. Un audit RSE ne se fait pas à l'échelle d'un bâtiment, comme son nom l'indique, la RSE, c'est à l'échelle d'une entreprise ou d'une organisation. Donc, bien sûr, la démarche RSE de l'organisation peut avoir un impact direct sur la gestion de bâtiments, mais bon, ce n'est pas exclusif. Donc, comment répondre à la demande? Déjà, il faut savoir si la personne veut vraiment faire un état des lieux de la maturité RSE ou si simplement elle veut se concentrer sur un bâtiment. Et là, on parle plutôt ou d'audit énergétique, voire d'audit ESG, environnement, société, gouvernance. Enfin, je crois que c'est le dernier exemple, j'ai une hôtesse d'accueil RSE sur mon bâtiment. Pourquoi ça ne va pas dire ça? Bien parce qu'une personne, comme je l'ai dit, ne peut pas être RSE, ce n'est pas un adjectif. Dans le cas qu'on a évoqué ici, c'était une personne malvoyante. Donc, sachez qu'employer des personnes handicapées ne doit pas être motivé par le seul fait d'avoir une démarche RSE. Et puis, c'est très important de respecter ces gens-là et de ne pas les voir juste comme un pourcentage qui nous permettrait d'atteindre les fameux 6% qu'on a vu tout à l'heure dans les objectifs. Je vais terminer rapidement par évoquer un club qui est en construction en Guadeloupe et on a justement l'initiateur qui est bien arrivé. Donc, c'est le club RSE de Guadeloupe et petit clin d'œil, BNP Paribas et Green Affaires en font partie. Donc, les objectifs de ce club, c'est de rassembler des personnes en charge du développement durable et de la RSE-RSO au sein de leur structure
quelle que soit la taille, quelle que soit l'activité de l'entreprise. Et puis, donc, de former une communauté d'acteurs, de collaborer, d'échanger sur nos pratiques et nos réalisations. Et puis, pourquoi pas, d'inciter des décideurs, des leaders d'opinion, pourquoi pas devenir un lobby sur la RSE. Donc, je vous ai mis les coordonnées de David Julius, qui est au fond de la salle, qui nous a rejoints. N'hésitez pas à le contacter. Nous sommes quelques entreprises. On se rencontre régulièrement, tous les mois et demi, tous les 2 mois à peu près, autour d'un événement très sympathique, un petit déjeuner. La dernière fois, on a eu une présentation de Jean-Marie Flower, justement sur la sobriété énergétique. C'est toujours très intéressant. Ça permet d'échanger et de se faire un réseau. Donc, venez nous rejoindre. Merci beaucoup, Céline. Alors, j'en profite pour indiquer qu'on a ouvert le question-réponse en ligne, mais n'hésitez pas aussi, pour ceux qui sont en présentiel, à poser vos questions. L'idée, c'est aussi que ce soit un petit peu interactif et qu'on ait vraiment un moment d'échange. Donc, je prends le relais, puisque merci beaucoup, Céline, pour avoir posé le contexte. Donc, maintenant, on sait vraiment de quoi on parle. On sait qu'est-ce que la RSE. Et par rapport à ça, rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer comment a émergé ce contexte de la finance durable. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Céline. Voilà, les choses sont assez claires. Mais par rapport à justement l'émergence de la finance durable et puis des sujets comme ça qui se densifient depuis ces dernières années, la fonction finance a été obligée de s'adapter et se mettre au service de ces démarches RSE, de ces démarches en matière d'environnement, de société et d'enjeux plus globaux. Donc la finance durable, c'est vraiment orienter nos investissements en tant que financiers vers des projets ou des actions qui ont un impact positif sur la société et sur l'environnement, sur des projets, des actions qui servent la RSE. C'est vraiment ça, de façon assez basique, la finance durable, c'est vraiment son objectif et son ADN. L'idée de cette finance, jusqu'à présent, on était sur des critères vraiment par définition financiers. Comment je maximise une performance financière d'un établissement, d'une entreprise, d'un projet. Et c'était vraiment le leitmotiv et c'était peut-être le seul prisme et le seul angle par lequel les financiers appréhendaient des projets. La finance durable, c'est déconstruire justement ce modèle de pensée et y intégrer aujourd'hui, concilier la performance économique, mais aussi les impacts sociaux, environnementaux et positifs. Aujourd'hui, à l'heure de décider, est-ce que mon projet, j'y vais ou j'y vais pas? OK, est-ce qu'il dégage de la rentabilité? Oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'environnement? Est-ce qu'on n'est pas en train d'altérer des aspects sociétaux? C'est aussi une façon de pondérer les circuits de décision et de dire si j'y vais ou j'y vais pas. Pour développer sur vraiment la finance durable, vous donner quelques idées. Aujourd'hui, c'est un concept qui se décline et qui a, disons, 4 grands modèles que je vais détailler rapidement. C'est l'aspect finance responsable. Donc, c'est vraiment intégrer dans les critères de la finance des objectifs de façon qui sont traçables, qui sont factuels, des critères ESG. Chaque fois, vous mettre quelques exemples. En 2019, les encours en matière de finances responsables représentaient plus de 2200 milliards en France. Voilà, ça commence à devenir quelque chose de significatif. Ce n'est pas anecdotique. C'est vraiment vous dire que c'est quelque chose qui monte. Et l'idée, c'est vraiment que ça prenne le pas sur des financements classiques. Deuxième aspect de la finance durable, c'est la finance verte. Donc, on est toujours sur la finance responsable, mais là, vraiment plus avec un focus sur la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. 2020, pour vous donner un des outils très importants dans la finance verte, c'est un outil de financement, ce sont les obligations. Alors, on connaît les obligations classiques, les titres de dette émises par les entreprises pour se financer. Mais aujourd'hui, sachez que depuis quelques temps maintenant, on a les obligations vertes, les green bonds, qui en 2020 représentaient déjà plus de 1000 milliards dans le monde. Troisième pan, la finance solidaire. Donc là, on est toujours sur les aspects finance durable, mais avec un petit focus particulier sur la lutte contre l'exclusion et la cohésion sociale. Donc, on est plus là sur le financement de logement social, des initiatives en matière de microcrédit, avec par exemple des organismes comme l'ADI, des choses comme ça qui vont pousser les initiatives et qui d'ailleurs permettent de pousser l'entrepreneuriat féminin, qui est souvent une thématique un peu en retrait. Et le dernier pan, c'est le social business.
Donc là, vraiment, on se focalise, on est sur les entreprises dont la finalité est principalement sociale. Si on regarde l'objet social de ces sociétés, elles se construisent avec l'idée d'avoir un vrai impact sur la société, sur l'environnement, et investissent massivement leurs revenus, leurs bénéfices dans ces thématiques-là. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas rentables. On est vraiment dans cette optique de finance durable, où certes, j'ai de la performance économique, mais à côté, j'ai vraiment la prise en compte des critères RSE, des critères ESG. Alors, Céline a commencé à bien poser le sujet, mais je rappelle quand même l'émergence et qu'est-ce qui fait que cette finance durable est montée particulièrement. C'est d'abord la toile de fond, c'est quand même les objectifs, c'est les ODD de l'ONU. Vous les connaissez sans doute tous, il y en a 17. Et aujourd'hui, l'idée des financiers, c'est d'aligner leur portefeuille, d'aligner leurs objectifs avec ces objectifs de l'ONU qui sont divers. Vous avez lutte contre la pauvreté, ça peut être conserver la biodiversité. Voilà, tous ces sujets, c'est vraiment la toile de fond qui guide quand même la finance durable. Autre toile de fond, vous avez, donc ça c'est vraiment au niveau macro, au niveau mondial. Autre toile de fond, si on descend un petit peu plus au niveau de la France, depuis 2015, il y a eu quand même les accords de Paris, ça a été quand même un moment fort, et depuis on voit que la réglementation se densifie. L'idée c'est quoi? C'est de contenir le réchauffement climatique autour de 1,5 degrés à l'horizon 2000, je crois que c'est 2050. Mais tout ça en a découlé plusieurs faits. Et donc, du coup, l'État français commence à agir. Et une des toiles de fond, c'est vraiment la stratégie bas carbone. L'objectif de l'État français, et donc de toutes les parties prenantes et de toutes les composantes de la société, c'est de tendre vers une économie neutre en carbone d'ici 2050. C'est quoi une économie neutre en carbone d'ici 2050? Ça veut dire qu'on aura une économie qui va continuer à pourvoir aux besoins des différentes parties prenantes, qui va émettre du CO2. Mais par contre, il ne faut pas qu'elle en émette plus qu'elle n'est en capacité d'en séquestrer, d'en retenir par les écosystèmes qui existent. Je prends un exemple. Les forêts, on sait très bien que les forêts ont cette capacité à capter du CO2. On a aussi, il y a des puits de carbone qui se développent de plus en plus. L'idée aujourd'hui, ce sera de faire plusieurs choses. Premièrement, de baisser nos émissions en matière de CO2. Ça, c'est vraiment un point très important. De faire monter la part des projets qui sont plutôt vertueux et qui dégagent faire monter les projets en matière d'énergie verte et vraiment donc baisser, augmenter les projets qui dégagent plutôt, qui viennent diminuer l'empreinte carbone et en parallèle faire monter la capacité de nos écosystèmes à contenir le CO2. Voilà, on ne dégage pas plus qu'on en émet. On ne dégage pas plus qu'on est en capacité de retenir. Donc, maintenant qu'on a vu ces toiles de fond, ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les différentes composantes de la société ont des attentes en matière au niveau des entreprises, et c'est aussi un leitmotiv et ce qui guide la finance durable. Vous avez vos clients, chers entrepreneurs, qui vous demandent d'agir en matière de critères ESG, en matière de RSE, et c'est aussi pour ça que nous, financiers, nous nous adaptons. Vous avez vos investisseurs qui aujourd'hui vous demandent de la performance économique, mais oui, mais pas que. Est-ce que vous intégrez ces différents critères? Vous avez vos employés, comme l'a dit tout à l'heure Céline, qui sont aujourd'hui de plus importants et se disent, quitte à mettre ma force de travail au service d'une entité, autant que ce soit en phase avec mes valeurs. Et dernière partie prenante très importante, et celui-là en général, il ne concilie pas trop, c'est quand même le législateur qui commence aujourd'hui à muscler son dispositif et vraiment à guider la démarche. On va juste détailler rapidement, parce qu'on l'a déjà vu. Quand je dis que vos clients, vos fournisseurs aujourd'hui regardent ce que vous faites, c'est vraiment un enjeu de réputation. Il y a eu des scandales par le passé avec des Nike qui, par exemple, pour ne pas les citer, qui faisaient fabriquer des chaussures, très bien, mais quand on regardait un peu en filigrane, les conditions dans lesquelles ces produits étaient fabriqués étaient juste inacceptables pour le consommateur. C'était peut-être des conditions, bien-être des salariés, on n'y était pas. Et si on faisait le bilan carbone, c'est plein de choses comme ça, et aujourd'hui, le consommateur, c'est vraiment un acte militant, se dit non, quitte à allouer 1 euro, je souhaiterais que ce soit dans une entreprise qui me corresponde, qui soit éthique. Attention à cet enjeu de réputation.
L'opportunité économique. Je rappelle qu'en 2022, alors 2022-2023, là, ça commence à être moins vrai puisqu'on a vraiment une baisse des cours de l'énergie. On a eu une grosse crise avec cette crise ukrainienne. On a eu la reprise post-Covid. On a eu l'explosion des coûts de l'énergie. Une entreprise qui, même si son business model, ce n'est pas de faire de l'énergie verte ou de la transition écologique, si vous avez investi dans vos bâtiments et qui sont performants énergétiquement, c'est quelque chose qui a protégé les marges de ces entreprises-là. A contrario, celles qui n'ont rien fait ont vu un coût de l'énergie qui ont explosé, qui a fait plus 25, plus 50%, malgré le bouclier qu'avait mis en place l'État. Donc, je ne suis pas forcément green, mais pour autant, les actions que je peux mener peuvent préserver mes marges sur mon business. Opportunité RH. On a parlé de ces fameux salariés qui sont de plus en plus regardants. Quand vous êtes sur des secteurs pénuriques où c'est difficile d'attirer les talents, demain leur proposer un package et leur expliquer qu'ils évolueront dans une entité qui leur correspond peut vous permettre justement de faciliter le fait d'employer vos salariés. Et dernier, je dirai rapidement, vous aurez nos slides à la fin. Sachez que l'éventail réglementaire se muscle. On a, depuis 2015, effectivement, une vive accélération avec chaque année un éventail réglementaire qui se muscle. Depuis la LTECV de 2015, qui demande à toutes les parties prenantes d'intervenir et de contribuer à la baisse des émissions carbone, on a plusieurs choses qui se sont développées, mais vous aurez un petit slide très rapide pour vous expliquer. Je me vais juste faire un focus sur celle-là, c'est vraiment 2022. C'est la réglementation SFDR, CSRD en anglais, qui impose aujourd'hui de plus en plus un reporting extra-financier. Donc aujourd'hui, on est sur des seuils plutôt hauts, plutôt des entreprises qui avaient déjà l'habitude de le faire. Il faut savoir que les entreprises cotées doivent déjà produire un rapport extra-financier qui détaille leur démarche RSE, qu'est-ce qu'elles font, quels sont leurs guidelines, quels sont leurs objectifs et comment elles comptent y arriver. Sachez que progressivement, les seuils vont diminuer. Pourquoi nous, BNP Paribas, en tant que financier, nous le faisons? On le fait parce que, déjà, pour remplir nos obligations vis-à-vis de nos parties prenantes. C'est aussi renforcer notre posture en matière de banquier conseil avec des nouvelles opportunités pour servir nos clients. Et c'est aussi pérenniser notre modèle économique. Je vous ai mis quelques chiffres pour vous indiquer qu'on ne le fait pas que depuis de quelques années, on le fait depuis très longtemps, depuis au moins 2011. Et les positions acquises par BNP sont quand même assez significatives avec, par exemple, la banque a été reconnue comme meilleure banque au monde pour la finance durable en 2021. On est l'un des premiers émetteurs en matière d'obligations vertes dans le monde. Et puis, on a beaucoup d'encours en matière pour financer cette finance durable. Voilà, je vais peut-être pas détailler, je vais juste faire un petit focus sur 2021. Sachez qu'en 2021, il faut tendre vers cet objectif d'une économie neutre en carbone. Il y a plein d'initiatives en matière d'économie neutre en carbone et les différents campus s'associent pour tendre vers cet objectif. BNP est un des membres fondateurs de la Net Zero Banking Alliance. Donc, les banquiers se sont alliés pour tendre vers cette économie et on se réunit pour poser des objectifs et aligner nos portefeuilles vers cet objectif. Sachez qu'on a publié en 2022 un rapport qui présente ce qu'on a fait et est très dense. Je vous inviterai à aller le voir. Sachez comment on fait pour aligner nos portefeuilles, et j'en resterai là. Sachez qu'on regarde dans notre portefeuille crédit les différents secteurs d'activité qui sont les plus carbonés. On regarde où on en est, on fixe nos objectifs et on monitore ça de façon assez fine. Les 3 premiers secteurs sur lesquels on a eu cette démarche, c'est pétrole et gaz, production d'électricité, automobile. Donc, vous avez les chiffres. Donc, je vous laisse voir ce qu'on a fait. On a vraiment des politiques sectorielles qui font qu'on peut ou ne pas faire. Et puis, on a rajouté 3 autres secteurs, l'acier, l'aluminium, le ciment. Donc voilà. OK. Très bien. Donc, merci Clarisse. Donc là, on a posé un petit peu le cadre théorique, on va dire, comprendre un petit peu ce qu'est la RSE, ce qu'est la finance durable et quel est le cadre réglementaire. En fait, là, on va aborder la partie un petit peu plus pratique.
Donc, nous sommes 3 acteurs autour de la table qui œuvront en fait sur le territoire guadeloupéen. Et l'idée, en fait, c'est de vous présenter de quelle manière nous pourrions vous accompagner pour développer vos projets, vraiment plutôt là dans le côté voilà, pratico-pratique. Donc, Synergile, qui est le pôle d'innovation de la Guadeloupe, dans les participants, je sais qu'il y en a quand même pas mal qui nous connaissent, mais il y a aussi une grande partie donc, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec nous. Donc, on va un petit peu présenter ce qu'est Synergile. Donc, Synergile, le pôle d'innovation de la Guadeloupe, qui a été créé en fait en 2007, qui est une association et qui a comme objectif de fédérer un écosystème d'acteurs dans une région donnée. Donc, Synergile s'est spécialisé sur la transition énergétique et écologique. Donc, son but, son rôle va être d'accompagner les porteurs de projets, les entreprises et également les acteurs institutionnels dans cette démarche de transition. Le but, c'est de faire dialoguer les 3 mondes, de faire dialoguer le monde institutionnel, donc les décideurs publics locaux, le monde de la recherche, les universités, les centres de recherche, les laboratoires et les entreprises, donc de toute taille vraiment, qui vont de la start-up au PME, en allant aux grands groupes. Donc autour de nous, on a 75 adhérents à ce jour. Donc vraiment, c'est faire une émulation autour de ces partenaires. Nous sommes adossés au pôle de compétitivité Cap Énergie et Calitropique, qui sont situés à Aix-en-Provence et à La Réunion, en fait, qui sont des partenaires qui nous permettent un petit peu d'avoir ce retour d'expérience, ces discussions entre les territoires pour permettre également de faire émerger de la collaboration, de créer des retours d'expérience et puis voilà, de pouvoir enrichir les discussions. En local, on a également de nombreux partenaires avec qui on travaille. Donc, pour citer un petit peu les plus gros qui sont dans l'accompagnement, donc la région Guadeloupe, l'ADEME, l'AFD, mais également des partenaires comme la SARA, l'EDF ou encore d'autres partenaires à plus petite échelle. Synergile est structurée en 6 départements, donc le département ingénierie et d'innovation que je représente, qui a pour but d'accompagner les porteurs de projets. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur cet accompagnement plus tard. Je présente d'abord un petit peu les autres. Donc, on a un département réseau bâtiment durable qui s'attache cette fois-ci à tout ce qui est le secteur de la construction, autant dans tout ce qui est les techniques de construction que les matériaux de construction, et qui aura pour rôle en fait d'accompagner les acteurs de ce secteur à effectuer leur transition pour avoir des meilleures pratiques. On a le département Guadeloupe Mobilité Durable qui s'intéresse au déploiement des mobilités douces en Guadeloupe, mais également aux mobilités électriques et des mobilités émergentes. Par exemple, aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur l'hydrogène, par exemple. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner ces acteurs en fournissant des formations, des ressources techniques, en créant des concours. Nous avons également le département écologie industrielle et territoriale, donc l'EIT, qui travaille particulièrement avec les industriels. Cette fois-ci, c'est s'inscrire un petit peu dans une logique d'économie circulaire. Schématiquement, on dit que c'est de faire les déchets des uns, les ressources des autres. Donc, c'est vraiment trouver des synergies entre ces acteurs industriels pour qu'il n'y ait le moins de pertes possible et que tout cela fonctionne en fait comme un cercle vertueux. Et enfin, on héberge 2 observatoires qui ont des missions qui, on peut dire, d'intérêt général, en fait, qui sont délégués par la région Guadeloupe. Donc, l'Observatoire régional de l'énergie et du climat et l'Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire. Le rôle de ces observatoires, c'est de produire, en fait, à l'échelle régionale, donc déjà de récolter, puis ensuite de produire à l'échelle régionale des données synthétisées et analysées sur donc l'énergie, le climat et les déchets. Ce sont des productions qui peuvent autant appuyer les porteurs de projets qui sont dans ces domaines et qui ont besoin de ressources en fait, pour comprendre le milieu sur lequel ils veulent agir, mais également pour orienter la prise de décision des décideurs locaux. Donc, les services de Synergile, Synergile, en fait, se veut vraiment comme, c'est un pôle d'innovation, on se veut vraiment au service des porteurs de projets du territoire pour vous permettre de développer vos projets en vous appuyant donc, sur les ressources qu'on produit, les services qu'on fournit. Donc, notre offre, on l'a structurée autour de ce qu'on appelle la route de l'innovation avec plusieurs axes qui sont celui de développer la connaissance et la valorisation de la recherche, celui d'animer et de servir le territoire, développer les compétences professionnelles et enfin stimuler la capacité à innover.
Je vais revenir rapidement sur chacun de ces axes pour vous expliquer en fait de quelle manière vous pourrez vous saisir de Synergies pour vous appuyer dans vos projets. Donc, développer la connaissance, premièrement, en fait, on met en œuvre, en fait, on développe un centre de ressources physiques et dématérialisées, donc par la centralisation, mais également la création de fiches pratiques, que ce soit dans le secteur du bâtiment, de la mobilité, comme j'ai dit, fiches pratiques et techniques qui vont vous permettre d'avoir un petit peu tout ce qui sont les connaissances techniques pour vous adapter en fait en fonction des enjeux qui sont attendus les enjeux de la transition écologique. Les bases de données, voilà, comme j'ai dit par rapport à nos observatoires sur l'énergie, le climat et l'économie circulaire, qui vont être vraiment une première base, pour développer vos projets. De la veille stratégique, donc l'idée c'est qu'on puisse vous communiquer tout ce qui est les dernières évolutions réglementaires, tout ce qui peut vous appuyer en tant qu'expertise technique, les appels à projets qui peuvent paraître au niveau local, régional ou européen, les guichets de financement qui s'offrent pour vous, en fait, pour que vous soyez un petit peu au fait voilà, des actualités et ce qui peut être intéressant pour vous. Nous produisons également des études sur différentes thématiques. Donc, j'aurai un exemple plus tard, notamment par exemple sur les évolutions dans des secteurs stratégiques, par exemple dans le secteur de l'énergie, les emplois en fait qui seront à anticiper, qui permettent aussi pour vous d'aiguiller vos activités, d'anticiper les évolutions des marchés. Sur le volet animation et servir le territoire, donc notre idée, grâce aux différents partenariats qu'on a et puis au réseau d'adhérents qui sont autour de nous, c'est de valoriser un petit peu donc, les projets innovants qui peuvent être existants et puis à s'appuyer sur ce retour d'expérience qui permettent d'échanger, de savoir comment ça s'est fait ailleurs, comment on pourrait l'adapter ici en local, quels sont les partenaires qui pourraient nous donner des forces. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de s'appuyer sur cette mise en relation pour vous permettre donc déjà d'élargir votre réseau, mais aussi voilà, d'enrichir un petit peu cette expérience. On va créer aussi cette collaboration en créant des rencontres thématiques, en animant des groupes de travail en fonction des filières. Notamment, en ce moment, on est en train de travailler sur un groupe de travail qui a trait à l'hydrogène, puisque c'est une thématique qui est en développement. Et puis, d'appui à la structuration de filières. Donc, l'idée, c'est d'accompagner vraiment le développement de filières en aidant par exemple la région ou d'autres acteurs qui souhaitent qu'on puisse être en rôle de coordination. Développer les compétences professionnelles très rapidement, donc comme je l'ai évoqué, on met en place des formations par département. Donc typiquement sur mon département innovation, ça va être des formations qui vont vous aider en fait dans votre gestion de projet. Récemment, on a eu une formation en propriété intellectuelle. Ça va être des formations sur les fonds européens, et puis en fonction des besoins également, c'est pouvoir vous apporter la ressource dont vous avez besoin. On a également une formation sur les véhicules électriques qui est déployée par le département GMD. Stimuler la capacité à innover, donc détection de synergie de territoire, vraiment identifier les acteurs. Comme je l'ai dit auparavant, donc lancer des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt, accompagner au montage de projets et puis labelliser des projets. Donc ça, je reviendrai plus tard, particulièrement sur le département Innov. Les ressources de Synergies, donc très rapidement, comme je vous l'indiquais, donc on produit des fiches techniques, des bilans de l'énergie, des déchets. On anime des webinaires, que ce soit sur l'intermodalité ou certaines certifications qui peuvent être attendues dans le domaine, par exemple, de la construction, sur différentes pratiques, et puis donc des études qui peuvent vous permettre d'anticiper les évolutions de marché. Donc ça, c'est vraiment des ressources qui sont disponibles en physique ou sur notre site, qui sont à votre disposition pour déployer vos projets. Donc, plus particulièrement, le département innovation, quel est son but au sein de Synergies? Donc, c'est d'aider à la conception, au développement et à la mise sur le marché de produits et services innovants dans les secteurs particulièrement de la construction, des matériaux et des énergies renouvelables. Comment je vais m'attacher à faire ça? Donc, ça va être parce que j'ai expliqué tout à l'heure la veille stratégique, donc rechercher et diffuser un ensemble de solutions techniques, organisationnelles et financières qui vont être adaptées aux besoins des adhérents du pôle.
accompagner la montée en compétences des porteurs de projets et puis élargir leur réseau en favorisant leur participation à des projets de développement collaboratif. Donc, ce que j'expliquais, la mise en relation et puis miser aussi sur le retour d'expérience. En termes d'accompagnement de projet, on a plusieurs chemins chez Synergile. Donc, les deux, on va dire, principaux qu'on va dire peuvent être mis en place en fait au fil de l'eau. Donc, on accompagne nos adhérents une fois que vous avez, enfin, Synergile est structurée donc autour d'un réseau d'adhérents, comme je l'ai dit. Donc, une fois que vous faites le choix, par exemple, de nous rejoindre, là, on peut vous accompagner à hauteur de 3 jours par an par adhérent, par exemple, et puis vous faire bénéficier de tout le monde en fait qui est créé autour de Synergile, donc en termes de conseils, d'ateliers groupés, de formation, la veille dont je parlais, les mises en relation partenariale et également la labellisation qui est disponible, qui est rendue possible grâce au pôle de compétitivité auquel nous sommes adossés. Cela, je reviendrai un petit peu plus tard pour expliquer en quoi ça consiste et quel est l'intérêt pour les porteurs de projets. Donc là, on va dire que c'est l'offre un petit peu voilà, basique d'animation de notre réseau, d'être un centre de ressources pour vous, pour être un peu un catalyseur entre les différents acteurs, comme je le disais, sur le territoire. Et puis, on propose également des contrats d'accompagnement qui sont cette fois-ci un petit peu plus personnalisés. Donc là, c'est vraiment se mettre autour de la table avec les porteurs de projets, identifier vos besoins pour ensuite définir un plan d'action qui va être adapté, vous mettre en relation autour de nous avec des partenaires qu'on aura identifiés en local et qui sauront vous appuyer en fonction de leur expertise. Si vous avez besoin d'une expertise juridique sur un certain sujet, si vous souhaitez vous développer dans la Caraïbe ou si vous souhaitez vous appuyer sur un nouveau secteur, que ce soit sur l'aide en fait à la constitution d'un dossier pour les projets européens, ou même de travailler vraiment à chercher les financements qui vous correspondent particulièrement sur vos projets. Et il y a un troisième chemin, en fait, qui est celui des appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt qui sont lancés par Synergile. Donc, le but ici, en fait, c'est de présélectionner des entreprises pour ensuite les accompagner dans une démarche d'amélioration de leur projet afin qu'elles puissent soumissionner à des appels à projets de plus grande envergure, donc des appels à projets nationaux ou européens. L'idée, en fait, c'est de lancer cet appel autour d'une thématique, que ce soit sur l'économie circulaire, sur la bioénergie ou encore l'hydrogène, pour en fait sensibiliser déjà les acteurs, mais également recenser les projets qui sont sur le territoire et ensuite, à partir de là, pouvoir vous accompagner, que ce soit en vous donnant des conseils en fait sur la manière d'améliorer ce projet, pour vous faire rencontrer aussi les autres acteurs qui travaillent sur ça sur le territoire pour permettre de stimuler un petit peu cet écosystème et puis d'enrichir les discussions, de voir comment on peut avancer et puis pour également vous permettre d'accéder à certains financements qui accompagnent généralement ces appels à projets. Donc, pour exemplifier un petit peu, donc, par exemple, des projets qu'on a suivis, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on a le projet Bois du Ramen, qui a été lancé par un appel à projet en 2016. L'idée, en fait, de ce projet, c'était dans le secteur de la construction, d'étudier, en fait, la manière dont le bois réagissait dans le milieu tropical, comment il pouvait résister en fait aux conditions climatiques et puis donc de voir un petit peu quelles sont les adaptations qui peuvent être conduites. C'est un travail qui a permis donc de rassembler plusieurs acteurs autour de la table et donc de conduire des essais de caractérisation sur des essences de bois en local, de créer des études et élaborer des courbes d'absorption sur la base du climat local. Donc vraiment très rapidement, c'est un projet qui a été conduit en Guadeloupe et en Martinique. Et l'idée, en fait, encore une fois, comme je disais, c'est de créer quelque chose qui est collaboratif, d'emmener des acteurs autour de la table pour faire avancer ces sujets-là, puisque parfois les ressources, tout seul, c'est plus compliqué en fait. Un autre projet qui arrive à la fin cette année, donc c'est le projet Dôme d'Urmat qui a été conduit avec plusieurs partenaires, donc l'Université des Antilles, Météo France, le CIRAD, EDF, CEVAR et LCAI.
Donc, cette fois-ci, c'est un projet qui a été conduit simplement sur la Guadeloupe. L'idée, en fait, encore une fois, c'était de mesurer la durabilité des matériaux en Outre-mer, notamment des matériaux plastiques, donc, polymériques, d'étudier en fait les revêtements pour panneaux photovoltaïques et puis également d'avoir un petit focus sur les métaux. Encore une fois, c'est de comprendre en fait comment les matériaux réagissent en milieu tropical. Donc là, c'est encore une fois un projet qui a été conduit grâce à un consortium que Synergie a animé et que nous avons coordonné et voilà, pour faire émerger un petit peu cette connaissance et ces projets. Donc, la labellisation, en clair, c'est une mission qu'on conduit en fait pour le compte des pouvoirs publics et qui est qui est offerte pour les porteurs de projets et qui permet en fait d'entrer dans un processus d'amélioration de vos projets. Comment j'aime bien présenter ça, c'est un petit peu comme quand on va faire nos courses et qu'on a le label bio sur ses légumes ou alors le label qu'on a vu précédemment avec mes partenaires. Ça va être en fait un signal envoyé aux investisseurs ou aux partenaires en fait pour témoigner de la qualité du projet, de la pertinence par rapport au marché visé et qui en fait va pouvoir attester du fait qu'il a déjà été préévalué. Donc rapidement, comment la labellisation se déroule? Il y a un premier contact avec le pôle d'innovation, donc vous venez nous voir, vous nous exposez votre projet, vos ambitions et puis voilà, le moment où vous en êtes. Il faut savoir que nous, comme on est dans l'accompagnement, on a quand même cette clause de confidentialité, donc on est vraiment là pour vous accompagner. Il ne faut pas avoir peur de nous exposer un petit peu ce que vous attendez, puisqu'ensuite, après, l'idée, c'est à partir de cette première présentation, en fait, de cette version 0 du projet, qu'on puisse échanger, vous accompagner, trouver des axes d'amélioration en vous mettant donc soit en relation avec nos partenaires experts ou en vous accompagnant également sur le dossier de labellisation en interne pour vous préparer et enrichir votre dossier. La labellisation, ensuite, en concret, il y a un passage devant un comité d'experts, donc qui regroupe des acteurs de la finance, donc des banques, des acteurs, des experts dans la technique en fonction de la thématique de votre projet. Et puis, en fait, ce sont voilà, un comité d'experts qui va évaluer votre projet. Donc, il y aura une phase de présentation, une phase de questions-réponses, et qui va donc décider de la pertinence du projet, qui va aussi vous aiguiller si jamais c'est pas encore tout à fait ça. Mais l'idée, c'est que voilà, vous aurez cet accompagnement en amont pour vous permettre d'avoir cette labellisation et qui ensuite devrait pouvoir être donc être valorisée par la suite auprès des investisseurs ou même pour les appels à projets. Puisque la labellisation, comme je l'ai indiqué, donc c'est une reconnaissance de l'intérêt du projet par rapport au marché cible. C'est pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans la structuration de votre projet. C'est se confronter un petit peu à un jury d'experts qui pourra vous donner un retour vraiment sur ce qu'est votre projet, sur comment vous pouvez peut-être aller plus en amont, le rediriger, si c'est vraiment quelque chose qui est innovant et pertinent au regard de vos objectifs. Et puis, donc, c'est également pour disséminer et valoriser cette démarche innovante auprès des partenaires. Bien souvent, cette labellisation peut vous permettre d'avoir un bonus de financement pour les financeurs, puisque, comme je vous l'ai dit, ça envoie un signal, ou bien, puisqu'il y aura eu cette phase de préévaluation, de passer de passer un petit peu la phase de présélection sur certains appels à projets ou pour certains subventions. Donc voilà pour Synergie, un petit peu l'accompagnement qu'on propose en termes pour les porteurs de projets. Au-delà des ressources qu'on met à disposition, c'est vraiment créer un cadre, en fait, être facilitateur de l'innovation en réunissant autour de nous plusieurs partenaires, donc notamment comme Green Affaires, pour vous permettre en fait de vous appuyer sur un panel d'outils qui vont vous permettre de déployer vos innovations. Eh bien, on va à nouveau se recentrer sur la RSE. Voilà, que faire si vous souhaitez engager votre organisation, votre entreprise dans ce genre de démarche? Quels sont les outils? Donc moi, je vais dans un premier temps aborder des outils très techniques
Et puis après, Clarisse, elle abordera plutôt la partie financière, enfin, nécessairement associée. Alors, comme le disait Lao Tzu, hein, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Donc, quand on souhaite s'engager dans la RSE, on dit, voilà, j'aimerais bien engager mon organisation dans cette démarche-là. Par quoi commencer? Vous avez vu l'étendue des enjeux, l'étendue des thématiques, on va de la féminisation des métiers au côté plus environnemental. Donc, par quoi je commence? Comment je fais? Alors, souvent, le premier pas, c'est justement le E de RSE, c'est-à-dire l'environnement et l'énergie. Alors, ça a du sens, évidemment, parce que ce sont des thématiques actuelles. On parle beaucoup de réchauffement climatique, donc ça a vraiment du sens. Et ça a encore plus de sens ici, chez nous, puisque on a un mix énergétique qui est très carboné. Donc, voilà, en termes environnementaux, moins on consomme d'énergie, mieux ce sera pour l'environnement. Et puis, Clarisse l'a évoqué tout à l'heure, on a eu cette crise énergétique et on a vu les prix de l'énergie décuplés. Ça a été parfois pour certaines entreprises très compliqué à vivre. Et donc, c'est bien de commencer par cette thématique-là. Un, pour l'environnement, et deux, aussi pour préserver son organisation de tous les aléas. Et je me permettrai de citer justement Jean-Marie Flower, qui a une jolie phrase qui dit « Il vaut mieux anticiper la sobriété pour ne pas avoir à subir la pénurie ». Et donc, voici la présentation de quelques outils qui vous permettront de faire ce premier pas dans la RSE et singulièrement sur l'aspect énergie-environnement. Donc, on va déjà parler du programme 16. Le programme 16, c'est un programme qui est déployé en Guadeloupe par Green Affaires, mais qui a été imaginé par un bureau d'études qui s'appelle EcoCO2 qui se trouve en métropole et qui est déployé via le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, il est déjà entièrement préfinancé et j'y reviendrai. Donc, c'est un programme d'accompagnement aux économies d'énergie dédié aux entreprises et aux collectivités de la Guadeloupe. Ça permet de donner les clés pour mieux comprendre les enjeux de la transition énergétique et initier justement les premiers pas de la transition énergétique d'une entreprise au travers plusieurs types d'offres. J'y reviendrai juste après. Donc, ce programme est déjà pris en charge à 100%. Il a été préfinancé par le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, pour les entreprises et les organisations qui sont éligibles, c'est entièrement gratuit. Donc, c'est un premier pas qui ne coûte rien, entre guillemets, si ce n'est un peu d'investissement de la part de l'organisation. Mais au moins, en termes financiers, vous ne prenez aucun risque. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est un programme qui est local, donc il est déployé ici en Guadeloupe. Il est vraiment sur mesure, il sera vraiment adapté à votre activité. On ne va pas conseiller un petit commerce, une petite boulangerie de la même façon qu'on va conseiller une industrie qui est sur Jarry. Et donc, il s'adresse à tous les types d'entreprises, de la TPE jusqu'au plus grand groupe. On a vraiment tout un panel et ça s'adresse à tous les types d'activités. Les objectifs, c'est de comprendre déjà les enjeux. Souvent, on accompagne un petit peu autour d'ateliers, de commencer à comprendre ce qu'on peut faire de façon très simple et très rapide au travers d'éco-gestes, et puis après, de développer vraiment des pistes concrètes pour s'engager dans la transition énergétique. On déploie 4 types d'offres, donc des ateliers de sensibilisation. Régulièrement, vous verrez apparaître sur Facebook, sur LinkedIn. On déploie des ateliers souvent thématiques. Par exemple, on en a fait pour les architectes, pour les comptables, puisqu'on vraiment ce sont des ateliers dédiés à certaines activités. On met à disposition, et j'insiste gratuitement, des kits de mesure et de suivi des consommations que vous pouvez installer dans vos entreprises et suivre ensuite sur une plateforme Internet. Parce qu'on le verra, avant de faire le premier pas et de savoir de s'engager dans des investissements, il faut savoir de quoi on parle, d'où on part, et BNP Paribas insistera dessus. Ils aiment des actions et des démarches qui sont structurées et réfléchies. Donc, c'est bien de pouvoir mesurer déjà où on en est. On accompagne donc les entreprises vers les aides et les dispositifs financiers. Et puis, je vais accentuer surtout mon intervention sur la liste énergie, qui est une nouvelle offre qu'on déploie depuis le mois de janvier, qui va être un état des lieux de la situation énergétique de votre entreprise, une sorte de mini-audit énergétique. Donc, comment ça se passe? Un conseiller 16 va venir dans vos locaux afin d'étudier le bâtiment, les équipements, vos habitudes en matière de consommation d'énergie. On va faire des relevés in situ, de température, de surface, des volumes, des niveaux d'éclairement. Éventuellement, on en profite pour installer nos fameux capteurs qui seront en place au moins 1 an à titre gratuit. Vous pourrez pendant 1 an voir comment vous consommez votre énergie. Et en particulier, ça permet de détecter ce qu'on appelle les talons de nuit, se dire tiens, c'est bizarre, je ne suis pas dans mon entreprise la nuit, il me reste tout ça de consommation. Ça permet de détecter des montées de courbes de charge qui sont
parfois pas adaptés à l'entreprise. Ça permet de détecter toutes les anomalies. Et puis, à l'issue de la visite, on vous remet un rapport personnalisé qui fait 6 pages à peu près. Donc, il est très synthétique, il est abordable même pour les gens qui ne sont pas spécialistes de ce domaine-là. Il est vraiment très pragmatique et à destination des chefs d'entreprise. Donc, j'ai mis ici les coordonnées pour le contact. N'hésitez pas à nous contacter donc, pour réaliser cette petite visite d'énergie. Visite énergie, pardon. Je vous dis, vous pouvez tout à fait faire plusieurs offres en même temps, en profiter pour installer les capteurs, en profiter pour discuter avec nous justement des enjeux de la transition énergétique et puis profiter de tous les conseils en termes de financement, au moins pour la partie financement public. Après, BNP Paribas, par exemple, prendra le relais sur le reste à charge de l'entreprise. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire appel à ce programme. Et puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin, et là, à ce moment-là, Green Affaires reprend sa casquette de bureau d'études pour vous proposer éventuellement un audit énergétique. Alors, un audit énergétique, ça va un petit peu plus loin que la visite énergie, qui est un mini audit énergétique. Là, vraiment, quand vous réalisez un audit énergétique, ça vous permet vraiment d'évaluer la performance énergétique d'un bâtiment en général sur un bâtiment ou sur un ensemble de bâtiments, et puis d'établir un plan d'action pour l'améliorer. On vous conseille de faire appel à un prestataire qualifié. Donc, Green Affaires est un bureau d'études et serait à même de le faire, mais j'ai des confrères sur la place qui pourraient vous accompagner aussi. Donc, passez par un professionnel, des bureaux d'études, et si possible, déjà certifié. Là, j'ai mis l'exemple de la certification PQBI, mais il en existe d'autres. Sur la place, il y a plein de prestataires qui seraient en capacité de le faire. Et il est indispensable que l'entreprise soit impliquée parce que même si le prestataire va réaliser l'audit, on sollicite quand même l'entreprise pour avoir des données et pouvoir réaliser l'audit. Très rapidement, en général, ça se passe en 5 phases. Donc, la première phase, slide suivante, c'est la collecte des données. C'est là justement où, où on va récolter tout ce qui va être plan, tout ce qui va être facture EDF. La deuxième phase, slide suivante, c'est l'état des lieux sur site, impératif. Le prestataire se déplacera toujours sur votre site. Déjà pour faire les constats de visu, de l'état du bâtiment, des équipements, etc. Et puis aussi pour avoir des entretiens avec les parties prenantes, que ce soit les responsables d'exploitation, les responsables de maintenance, les occupants, les chefs d'entreprise, pour bien contextualiser le site énergétique. La troisième partie, c'est la réalisation du bilan énergétique en soi. Donc, parfois, nous, on rajoute, ça dépend aussi du budget du client, on peut rajouter des simulations. Par exemple, simulation thermique dynamique, là, j'ai mis quelques images justement de simulation qu'on a fait récemment, mais ce n'est pas du tout obligatoire, ce n'est pas forcément toujours nécessaire. On peut aussi faire de l'instrumentation ou pas, faire de la simulation ou pas. En général, ça dépend du budget mobilisable par le client et puis de la complexité du dossier. Et on arrive toujours, en tout cas, quelle que soit la méthodologie, à un camembert à la fin qui permet de répartir, entre guillemets, les consommations par poste. On identifiera les consommations de la climatisation, de l'éclairage, des process, de la bureautique, etc. Ensuite, on va élaborer donc le programme d'amélioration. Pareil, on peut le faire parfois de façon, si le bâtiment est simple, de façon assez intuitive. Parfois, on a besoin d'aller un petit peu plus loin et de réaliser quelques études. Nous, Green Affaires, on peut par exemple réaliser des études de façade pour savoir quelles améliorations on pourrait faire sur la façade, quel brissoyer, etc. permettrait de protéger mieux le bâtiment. Mais c'est pareil, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas toujours obligatoire et ça dépendra beaucoup du budget du client. On accompagne maintenant ça quasiment systématiquement l'élaboration des programmes d'amélioration avec des études de faisabilité en énergie renouvelable. Maintenant, c'est quasiment indispensable, au moins pour que le client ait à sa disposition un outil d'aide à la décision. Je dirais, j'y vais pas, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Et aujourd'hui, on accompagne aussi ça forcément d'une étude de mobilité électrique en particulier. Aujourd'hui, les entreprises forcément doivent réfléchir à la mise à disposition de bornes de recharge pour leurs salariés. Et puis, quand on arrive à la fin de l'audit énergétique, on établit un plan d'action en coût global. Et ça, c'est le plus par rapport à la visite énergie du programme 16, qui établit déjà un plan d'action, mais ne peut pas le chiffrer. C'est un mini-audit, donc on n'est pas là non plus pour être en concurrence avec les bureaux d'études. Donc, au niveau de la visite énergie 16, vous aurez
une idée des budgets à mobiliser, c'est un investissement élevé ou pas. Si vous passez par un mix énergétique et un professionnel, il pourra vous décrire le plan d'action en coût global, et j'insiste sur ça, c'est-à-dire un coût qui intègre les investissements et le coût de fonctionnement. Parce qu'il faut que vous puissiez avoir une idée de qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser comme économie. Imaginons, je change complètement l'installation de climatisation de mon entreprise. Bon, bah, ça va me coûter un certain coût, évidemment. Quelles sont les aides mobilisables et qu'est-ce que je vais économiser par la suite? Donc, quand est-ce que mon investissement sera rentable? Non seulement en termes de carbone, évidemment, par le champ d'environnement, mais aussi pour mon entreprise, pour son efficacité économique. Et puis, si on veut aller encore un petit peu plus loin, on peut aller jusqu'au bilan carbone. Alors, comme je l'ai dit, le bilan carbone est parfois réglementaire à partir de 250 salariés, mais ça n'empêche pas une autre entreprise de pouvoir le faire, même si elle n'est pas réglementairement soumise. Et là, par rapport au bilan, enfin à l'audit énergétique, on va prendre encore un petit peu de hauteur. L'audit énergétique et l'audit énergétique sont centrés sur la performance d'un bâtiment. Et là, avec le bilan carbone, on va évaluer la performance de toute l'organisation, la performance carbone de l'organisation de l'entreprise et de son fonctionnement. Pour faire réaliser un bilan carbone, il faut faire appel à un prestataire qui est formé, qui sait utiliser les outils de l'association Bilan Carbone. C'est la méthodologie la plus utilisée en France. Franchement, il n'y a pas tellement de doute à avoir utilisé cette méthode. En plus, elle permet une adaptation des résultats à différents référentiels des réglementations, y compris des réglementations et des référentiels internationaux. Donc, ça peut être intéressant. Et là, il est indispensable que l'entreprise soit impliquée encore plus que pour l'audit énergétique. Vraiment, on va énormément solliciter. Ce n'est pas parce que vous avez passé la commande pour le bilan carbone que vous pouvez aller vous asseoir tranquillement et attendre que le bilan ressorte. Non, le bilan carbone, l'entreprise va être ultra sollicitée. Donc, il faut aussi le savoir avant de s'engager dans cette voie. Vous allez voir qu'on va avoir besoin d'un pilote en interne, on va avoir besoin d'énormément de remontées de données et l'entreprise devra mettre à disposition quand même quelques moyens humains. Les phases principales, donc pareil, je les ai décrites, c'est vraiment les phases principales. Il y a des phases intermédiaires, mais là, c'est les phases principales, il y en a 5. Donc la première, c'est le cadrage et la définition du périmètre d'étude. En général, ça se passe, on fait des réunions de démarrage, etc. On s'entretient avec le pilote interne. Et on aboutit à une cartographie des flux. Donc celle-ci, c'est un exemple. Ça permet de comprendre, nous on a besoin de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. On n'est pas spécialiste de toutes les activités. Dernièrement, chez Greenafer, on a fait le bilan carbone du grand port de Guyane. Moi, je ne suis pas spécialiste de transport maritime ni de logistique. Donc, on a besoin de beaucoup s'entretenir avec l'entreprise pour connaître son activité. On établit la cartographie des flux. Ça permet de définir le périmètre d'étude et justement jusqu'où on va s'engager. Les fameux scopes 1, 2, 3. Est-ce que je vais rester sur le carbone plutôt au côté interne ou si je vais le prendre jusqu'au scope 3, c'est-à-dire la globalité de mon activité et tout ce qui va, toutes les émissions en fait indirectes liées à mon activité. Deuxième étape, donc là, c'est la collecte des données. En fait, donc nous, on élabore un fichier de synthèse de la collecte une fois qu'on a compris l'activité et quel type de données on a besoin. Et là, par contre, c'est là que l'intervention d'entreprise est importante puisque c'est le pilote interne qui va collecter pour nous. Ce n'est pas nous, prestataires, qui allons frapper à la porte du comptable, qui allons, etc., etc. Ce qu'on va faire, donc, c'est élaborer le fichier de synthèse, éventuellement créer des enquêtes. On procède beaucoup, nous, par petite enquête numérique maintenant que l'entreprise peut envoyer à l'ensemble de ses salariés, en particulier pour tout ce qui va être mobilité, déplacement, domicile, travail, etc. Donc, nous, on va créer tous les outils, mais vraiment, il faut un fort engagement de l'entreprise pour faire toute la remontée de données. Et ça, c'est pas si facile qu'on marquer tout le monde. Le comptable ne va pas être trop content qu'on vienne lui demander toutes les 4 minutes, les factures EDF, les déplacements, et qui a pris l'avion, etc., combien de fois. C'est quand même très chronophage. Il faut le savoir, il faut réussir à impliquer ses équipes. Étape suivante, donc c'est la constitution, le calcul vraiment du bilan carbone. Donc là, il y a un extrait de l'outil. Et puis, pareil, on arrive toujours en fait à des camemberts qui répartissent en fait le carbone en fonction des postes. Ensuite, étape importante, c'est la co-construction des pistes d'action. Les pistes d'action et les plans qui seront élaborés le seront toujours en collaboration intense avec l'entreprise.
Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui disent ouais, non, j'ai pas trop envie de me lancer dans un bilan carbone parce qu'on va me demander de faire des investissements qui sont hors de ma portée, je n'y arriverai pas, ça va être démesuré, etc. Et je les rassuré en disant mais non, non, ne vous inquiétez pas, on va co-construire ensemble les pistes d'amélioration. De toute façon, comme je vous l'ai dit, nous, on n'est pas forcément spécialistes de l'activité. Donc, on va réaliser des ateliers de sensibilisation et de brainstorming avec l'ensemble des équipes, évidemment avec la direction, mais on réalise aussi avec l'ensemble des équipes parce que parfois, et très souvent d'ailleurs, les bonnes idées arrivent à des gens de terrain, des gens qui sont en bas des organigrammes, mais qui savent qui ont vraiment des capacités pour améliorer la façon de travailler. Évidemment, de tout cela, on va les analyser, on va les chiffrer en termes financiers, mais aussi de carbone. Et puis après, on va débriefer avec la direction qui établira sur ces bases-là son plan d'action. Donc, ce n'est pas du tout un plan d'action imposé qui va jamais dans la tête du prestataire, ce sera vraiment co-construit avec l'entreprise. Voilà, et puis, ben, écoute, c'est tout bon, je crois que pour moi, slide suivante, je crois que j'ai terminé sur le bilan carbone. Merci, Céline. Est-ce que vous avez des questions, interrogations? Est-ce que le bilan carbone n'a plus de secret pour vous normalement? Je regarde en ligne, mais n'hésitez pas vraiment. Donc maintenant que vous savez ce que Synergie peut faire pour vous aider à construire, réfléchir, peut-être même aller générer le besoin, que Céline, pareil, sera venue vous aider à construire le bilan carbone. Et voilà, j'insiste aussi sur le fait que Synergie aide des porteurs de projets à aller chercher notamment à taper à la porte de ceux qui peuvent fournir des subventions, les fonds FEDER. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez établi un super plan d'action, notamment avec Green Affaires, va se poser la question, mais comment je finance tout ça? Pas d'inquiétude, les financiers sont là, les banquiers sont là, et vous avez bien compris que notre objectif, c'est faire de la finance durable. Donc, sachez qu'aujourd'hui, on a défini une offre, on a vraiment refondu notre offre chez BNP Paribas avec vraiment une offre en matière de finance durable qui vient répondre à tous les besoins. Donc ça, on les a déjà vus. Comment j'initie? Alors, ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'on est banquier. On sait faire du financement. Jusque-là, les compétences sont avérées. Par contre, l'idée, c'est qu'on va avoir des clients qui vont se lancer dans une démarche et ils auront le réflexe ou pas d'être allés voir un Green Affaires, un Synergie. Et il y en a d'autres qui vont venir vers nous et nous dire mais bon, Madame Cluzet, je veux bien, mais je ne sais pas par quoi commencer. On a eu cette démarche aussi d'avoir un réseau de partenariat pour accompagner nos clients qui voudraient se lancer dans cette démarche mais qui ne sauraient pas comment faire. Donc, comment initier ou évaluer votre stratégie RSE? On a un réseau de partenaires. Comment gérer votre empreinte carbone? On a un bilan des prestataires. Donc, vous voyez tout un certain nombre de thématiques qui couvrent la thématique de la stratégie RSE, de la transition écologique et aussi de l'impact social. On va rentrer dans le vif du sujet avec la première étape. Je ne vais pas revenir sur qu'est-ce que je pense que Céline l'a bien développé. Sachez que chez nous, si vous cherchez des partenaires, on a trois partenaires qui ont été référencés par BNP, Greenly, Climate Seed et SWIP. Tous font des bilans carbone, tous interviennent sur nos latitudes. Ils ont une offre de valeur, une proposition de valeur qui est à peu près similaire. La différence étant que comme on couvre vraiment des entreprises de toute taille, Greenly va accompagner plutôt les TPE-PME, Climate Seed va accompagner les PME et les entreprises de taille intermédiaire, et puis SWIP va s'adapter à des entreprises d'une taille plus significative qui sont plus multi-sites, plus multi-pays. Voilà, donc vraiment une proposition de valeur. C'est du bilan carbone en fonction de la taille des entreprises. Petit focus sur Climate Seed qui, en plus de faire du bilan carbone, propose de la compensation carbone. On se rappelle la toile de fond, c'est cet objectif en matière de neutralité carbone d'ici 2050. Ils vont vous permettre de faire le bilan et puis de se dire, voilà, une fois que j'ai fait ça, que j'ai réduit mes émissions, que j'ai peut-être développé des énergies renouvelables, j'ai une part de CO2 résiduel, comment je fais pour l'effacer? Pour l'effacer, ils vont vous proposer d'investir dans des projets green qui auront été bien sûr validés par Climate Seed, suivi, et qui vous permettra d'annuler comme ça, par compensation, vos émissions résiduelles. Donc, une fois qu'on a fait le bilan,
Vous allez peut-être aussi vouloir vous lancer dans une stratégie RSE. La stratégie RSE, qui comme peut le faire Céline, nous on a également sélectionné ce partenaire qui s'appelle Ecovadis, qui est une licorne française, c'est vraiment une start-up et l'un des premiers mondiaux en matière d'émissions de stratégie et puis de rapports extra-financiers, qui va vous permettre d'évaluer vos performances RSE. La méthodologie est assez simple, elle est 100% digitalisée et ils vont vous prendre par la main, vraiment. Ils vont vous accompagner, faire le point avec vous, vous aider à choisir quelques critères que vous vouliez voir évoluer, vous donner les grilles pour le faire et le suivre surtout avec vous. Et en plus de ça, à l'issue de ça, vous aurez en plus un rapport qui sera fait par un tiers de confiance dont la notoriété n'est plus à discuter, qui vous permettra d'attester auprès de vos parties prenantes de votre démarche. Et bien sûr, d'éluder toute problématique en matière de greenwashing, qui est aussi un sujet très important. Donc, une fois qu'on a fait le bilan, on a éventuellement compensé les émissions résiduelles, on a en plus vu plus large avec une stratégie RSE sur laquelle on peut en plus communiquer, il va peut-être falloir financer ces investissements. La façon la plus simple, c'est un crédit classique, comme vous connaissez, crédit amortissable, mais qui viendra financer en particulier les investissements dits green. Pour faire ça et pour inciter nos clients et futurs clients, on va le faire avec une baisse du taux. Sachez que les taux sont bonifiés en la matière et en général, on est à moins 0,30% par rapport à nos taux standards. Qu'est-ce que financement green? Vous avez mis plein de petits pictogrammes. Souvent, ce qu'on voit aux Antilles, c'est quoi? J'ai mis des panneaux solaires, j'ai financé un véhicule électrique, j'ai financé des banques. Sachez que tout ça, ça rentre. Mais c'est plus large. J'économise l'eau, ça rentre, ça coche. Par exemple, j'ai investi pour réduire mes déchets, ça rentre. J'ai diminué mon impact carbone, ça rentre. Sachez, voilà, un petit peu tout. C'est assez simple, mais c'est simple, oui et non. Pour ne pas tomber dans le greenwashing, sachez que chaque fois que nous, on vient faire un crédit vert, ce n'est pas nous qui décidons. On le fait avec notre ligne de métier finance durable et qui valide le bien fondé de cette démarche. Donc, c'est quand même assez cadré pour éviter de tomber dans des écueils. On peut le faire en crédit classique et le crédit vert, c'est aussi du leasing. Notre filiale leasing, qui s'appelle BNP Paribas Leasing Solutions, a totalement refondu sa façon de faire pour financer ce qu'ils ont toujours fait, financer plutôt des choses green, donc vraiment valider avec vous le principe de green. Je prends un exemple. On a des clients qui, par exemple, se sont lancés dans des stations hydrogène. Avant de dire OK, c'est green, je peux vous dire qu'ils ont dû passer par les couches codines, mais c'est structurant aussi pour l'entreprise. Parce que des fois, moi, je me rends compte que ça permet de pousser la réflexion et puis ils se rendent compte qu'ils ont oublié certaines thématiques. Ça leur permet des fois de rajouter et de renforcer le projet. Donc voilà. Et puis, ils financent, ils vérifient que ce soit bien green et en plus, ils le font en chaque fois en vérifiant le contexte légal et en vous disant, mais attendez, vous voulez financer, OK. On a validé que c'est green, OK. Par contre, est-ce que vous avez pris en compte le décret tertiaire qui dit que pour les bâtiments de plus de 1000, les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², vous devez avoir une baisse des émissions. Vous l'avez pris en compte et puis finalement, comment montrez-nous quel est le plan d'action et puis qu'est-ce que c'est de l'investissement qu'on va venir financer. Alors, comment ils vont contribuer à répondre à ce décret tertiaire. Et si on n'est pas en phase, ils vont construire avec vous. Voilà. Regardez comment faire, comment peut-être améliorer le programme d'investissement que vous aviez mis en place pour répondre à ce besoin d'être conforme avec la réglementation qui est une des parties prenantes qui va quand même donner le là. Donc, pour faire du leasing, on fait plusieurs choses. On peut faire du financement, du leasing sur l'immobilier, avec en filigrane, retenez cette législation bancaire, cette législation qui est en train de se muscler. On peut faire du leasing sur la mobilité, le transport et la mobilité. On peut faire ça en LLD avec notre filiale à Arval, qui va, par exemple, à chaque fois vérifier si on est en phase avec la loi LOM. Il faut savoir que les entreprises, en fonction de leur taille, doivent verdir leur flotte. Et à partir d'un certain nombre de véhicules, vous devez avoir, par exemple, plus de 10%, au moins 10% des véhicules qui sont électriques. On a des clients qui viennent nous voir et puis ils n'étaient pas du tout au courant. Donc, ils nous disaient, voilà, j'ai affaire tous nos prestataires, et les 10% de véhicules électriques, on n'y est pas. Donc ça peut être un garde-fou. Au niveau
donc immobilier, la mobilité, et tout ce qui n'est pas immobilier est par définition mobilier. Donc, on vient financer le reste des investissements. Sachez qu'on le fait de deux façons, du financement pur, sec, toujours avec, regardez si on est conforme à la législation, et en plus, on peut avoir un outil de financement qui s'appelle BNP Paribas 3-Step IT, qui en plus va venir mettre une brique technologique. On va plutôt financer par là les actifs mobiliers à nature technologique. Donc, on a fait du financement en green, on l'a fait en crédit classique, on l'a fait en leasing, on va faire ce qu'on appelle aussi du financement impact. On le fait depuis très longtemps pour les très, très gros corporates. Dans une vue future où j'accompagne des entreprises cotées en bourse, ça fait très longtemps qu'on fait du crédit ESG, du crédit impact, où on va allier la performance économique à l'intérêt et des critères ESG. Et si le client respecte ces critères ESG, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on venait diminuer le coût du financement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir quand même d'annoncer que ces financements impact sont disponibles pour nos PME, pour nos entreprises à taille intermédiaire. Vous l'avez compris, l'idée c'est que je finance, je continue à financer, mais en même temps, l'entreprise s'engage dans une démarche RSE. Elle ne le fait pas seule, elle le fera avec l'appui d'Ecovadis qu'on a déjà présenté. Ecovadis va définir avec cette entreprise quelques critères qu'elle va vouloir améliorer. Elle va suivre ces critères dans le cadre de la vie du crédit. Ecovadis va venir nous faire un point de passage. La première année post-mise en place du crédit, on fait un petit point de passage. Si on est conforme et que ces indicateurs ont évolué favorablement, on va venir bonifier le taux. On fait ça à N+2 également. Et pareil, si les indicateurs évoluent favorablement, on va venir bonifier le taux. Donc, je finance, j'engage une démarche RSE et la cerise sur le gâteau, en plus, je peux avoir une baisse de mon taux. Donc, c'est vraiment une démarche vertueuse qui est assez incitative. Pour le moment, aux Antilles, on le fait qu'en crédit bail, on est en plus fortement pour qu'on l'ait en crédit classique, à l'instar de nos collègues de l'Hexagone. Donc, cette offre en matière de finances durables, elle s'adresse à tous nos clients, quelle que soit leur activité. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est l'ensemble de la société qui doit être embarquée et l'ensemble des parties prenantes. En plus, on s'est dit chez BNP Paribas qu'on a d'autres types de clients sur lesquels on est particulièrement vigilant et actif. Ce sont ces entreprises qui se sont construites en se disant « mon ADN, ce sera faire de la transition énergétique, ce sera aider l'écosystème à se transformer. Ou je vais produire, je serai un développeur solaire, je serai un développeur éolien, je serai un fonds d'investissement, mais quand je vais sélectionner mes cibles, je vais prendre que des entreprises de la green tech. » Tout ça, nous, ces entreprises-là, vous l'avez bien compris, ce sont nos petites chouchoutes et on a envie de les accompagner un peu plus. Mais à l'heure de commencer, on s'est rendu compte que quand vous allez voir un développeur éolien qui a un parc énorme ou celui qui va faire un barrage hydraulique ou récupérer le bois enfoui pour aller le sécher et faire une centrale biomasse, je peux vous dire que si vous n'êtes pas familier avec ça, il vous parle chinois. Il vous parle chinois et le temps que vous compreniez son business model, peut-être qu'il déjà lui va le voir et puis en plus, on va perdre du temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une communauté de chargés d'affaires qui sont formés à la transition énergétique, qui aujourd'hui gravitent. On se réunit minimum une fois par mois. On est plus de 250 uniquement dans la France à travailler uniquement sur les sujets transition énergétique. On se partage les bonnes pratiques, on crée de l'émulation. Et puis, l'idée, c'est de développer une expertise adéquate pour s'adresser à des spécialistes. C'est mettre en place un chargé d'affaires qui parle le même langage qu'un spécialiste. Gagner du temps et accélérer le business qu'on peut réaliser avec ces acteurs. L'ambition affichée, c'est continuer à être encore plus la banque de référence de ces acteurs en matière de transition énergétique et écologique, proposer notre gamme de produits au quotidien, mais en plus proposer notre expertise. Parce que je peux vous dire que chez BNP Paribas, je pense que la banque est assez connue pour la qualité de ses expertises et on le fait à tout niveau. On le fait au quotidien, on le fait au niveau des besoins corporate, c'est-à-dire les besoins propres des entreprises, mais aussi leurs besoins de se développer. Et on s'adapte à la taille des structures. Je suis une entreprise de la green tech, j'ai besoin de me financer, mon entreprise ne dégage pas encore de rentabilité, j'ai besoin de faire de la levée de fonds. Bonne nouvelle, on a des centres d'affaires qui font que de la levée de fonds et on a des fonds d'investissement déjà clients chez nous, avec qui on peut vous mettre en relation pour regarder si on ne peut pas créer de l'écosystème, créer de la synergie dans notre réseau.
J'ai grandi, mon entreprise de la Green Tech a bien fonctionné, j'aurais bien aimé m'introduire en bourse. Sachez qu'aujourd'hui, on a une filiale qui s'appelle Pause Impact, qui est leader au niveau national, au niveau des IPO, des introductions en bourse. Sachez même qu'aujourd'hui, l'appétence des investisseurs, c'est vers la Green Tech. L'essentiel des IPO qui ont été faites l'année dernière par Pause Impact, qui a carburé, qui a fait l'une des meilleures années, ça a été sur la Green Tech. Ça veut bien dire que les parties prenantes, ce qu'ils veulent, ils veulent de la RSE. Ils veulent des critères ESG. Je vais aussi pouvoir, mon entreprise, je suis un pure player de l'énergie, j'aurais besoin de financer, encore une fois, un parc, je prends cet exemple, un parc éolien, ça ne se fait pas comme je finance un bâtiment en particulier. Il y a des critères, il y a une ligne de métier qui s'en occupe, et ce sont nos experts de financement structuré qui viennent en appui de nous chargés d'affaires. Et puis en plus, on a plein de choses. Voilà. Donc, Green Desk, c'est exactement pour qui? Les pure players de la transition énergétique, ceux qui développent des énergies vertes, ceux qui font dans l'efficacité énergétique, dans la mobilité durable, les fonds d'investissement qui s'adressent uniquement aux entreprises de la Green Tech, et puis vous voyez de la performance énergétique, mais aussi de la valorisation du déchet, ce qu'on appelle, nous, du waste to energy. Le corollaire du financement, c'est le placement. Voilà. En plus, les placements redeviennent lucratifs, donc profitez-en. Mais l'idée, ce sera quoi? Ce sera d'orienter les liquidités sur des supports qui, eux, tiennent compte des critères ESG. Donc, tant qu'à faire, j'ai de la rémunération, mais en même temps, mon argent travaille pour des projets vertueux. Donc, sachez que, justement, on s'appuie beaucoup sur les labels pour proposer des fonds, ou même nous-mêmes. Sachez que BNP, il y a plus de 200 fonds qui sont labellisés pour permettre à nos clients d'avoir différents supports. Ça peut être des supports classiques, du DAT, des livrets pour les particuliers, mais aussi des OPCVM, des SCPI, enfin tout un réseau, des obligations vertes, bien sûr, sachant qu'on est l'un des premiers émetteurs mondiaux. Voilà. Donc, on peut orienter votre épargne, que vous soyez du particulier premium via la vente privée, de l'entreprise vers des supports dits ISR, investissement socialement responsable. Et je vais finir en présentant notre offre en matière d'épargne retraite entreprise. On a parlé de la RSE. Dans la RSE, il y a aussi la prise en compte du bien-être de mes salariés. Quel est le package que je leur propose? Comment je fais pour accompagner mes salariés dans leur projet de vie? Vous voyez, certes, ils viennent travailler, mais en même temps, je suis soucieux de leur développement personnel. J'ai un jeune collaborateur, sa préoccupation première, ce sera peut-être d'acheter sa résidence principale. J'ai un collaborateur un peu plus âgé, ce sera peut-être préparer sa retraite ou préparer les études de ses enfants. Je vais leur proposer, et en plus de ça, ils se donnent. J'ai besoin qu'ils soient motivés et j'ai besoin justement de leur rendre une partie de la performance énergétique dont ils sont les premiers générateurs. Je vais mettre en place ce qu'on appelle un dispositif d'épargne retraite entreprise. Ça peut être de la participation obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, mais pas que. Sachez il y a des dispositifs incitatifs qui font que même sous le seuil, on peut mettre en place un dispositif de participation au résultat. Ça peut être l'intéressement. J'intéresse mes salariés à la performance économique, donc je leur rends une partie avec une prime. En plus, je vais pouvoir définir des critères par typologie de salariés, dire, bon, là, j'ai du middle office ou j'ai des fonctions support. Je vais leur mettre une formule d'intéressement qui va répondre à la réalité de leur métier et leur permettre de dire, bon, si je carbure, je vais aller chercher le cliquet et je vais améliorer l'enveloppe, je vais déclencher de l'intéressement. Je vais par contre des commerciaux, ma formule sera différente de ma fonction support. Je vais mettre en place une formule qui va permettre au commercial de carburer et d'aller améliorer son bonus grâce à ça. Et la cerise sur le gâteau, c'est que là, je distribue de la prime en tant qu'employeur, mais je le fais dans un package fiscal intéressant. On présente souvent à nos clients leur montrer que quand vous distribuez 1 euro ou 100 euros de primes, avec les cotisations salariales, patronales et le client, toute la fiscalité derrière, vous le connaissez bien, finalement, dans sa poche, au salarié, il ne lui reste même pas 50. Et quand vous faites ça via de la participation intéressement dans le cadre d'un dispositif avec du P en co, il faut vous dire qu'on améliore vachement
vous ne distribuez pas plus, mais au moins le salarié, vous pouvez distribuer plus, il n'y a pas de problème. Mais le salarié, il touchera mieux. Il sera sensible au fait que vous l'avez accompagné et qu'en plus, les supports que vous les proposez sont des supports ISR, des supports en matière d'investissement socialement responsable. Donc voilà, on vous a présenté nos offres. J'espère que ça a été assez clair pour vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Là, ça peut être un temps d'échange. Si vous voulez qu'on revienne en particulier sur des sujets à aborder, on les approfondit. Excusez-moi pas, c'est en visio. Pas de souci. Des questions pour vous. C'est déjà rencontré notre occasion. Je vais en tout cas, peut-être. Je vais pas rapide, je parle. Selon vous, quel est le degré de sensibilisation de formation aux enjeux écologiques des collaboratrices et collaborateurs au sein de BNP Paribas? D'accord. Alors, c'est vraiment quelque chose. Sur une échelle de 1 à 10, je vous dirais que. Allez, je vais dire qu'on est à 5. Je m'explique. C'était vraiment une démarche. Sachez que BNP Paribas, en 2022, on a refondu le plan stratégique de la banque et on part sur un plan qui s'appelle Growth Technology and Sustainability qui va couvrir la période 2022-2025. Depuis 2022, l'objectif principal, c'est que 100% des collaborateurs BNP Paribas, Antilles-Guyane, mais pas que, SA, soient sensibilisés à la thématique de la transition énergétique. Donc, depuis 2022, 100% des effectifs doivent passer par la formation. On a beaucoup de formations. Clarence, qui est là pour en témoigner, tout le monde doit attester de formation obligatoire en matière de transition énergétique. Donc, on doit être en capacité de pitcher notre offre, ce que fait la banque. Et voilà, donc on commence, ça date de 2022, et l'objectif, c'est que qu'on soit au courrier, qu'on soit dans des fonctions support, qu'on soit commercial, qu'on soit familiarisé à cette thématique. Je dirais qu'aux Antilles-Guyane, il y a toujours une latence. Je viens de la place parisienne où ça fait longtemps que nous, en tant que chargés d'affaires grands comptes, on accompagne nos clients parce qu'eux-mêmes, si on regarde le dispositif légal, en tant que gros contributeurs, sont obligés de le faire depuis très longtemps. Donc, quand vous êtes en fonction des territoires, les gens sont plus ou moins sensibilisés. Ça fait 3 ans et demi que je suis rentrée aux Antilles. Et effectivement, on voit que même au niveau plus large de la société, il y a des initiatives, il y en a qui sont très loin dans la démarche et puis il y en a qui découvrent. Donc, je dirais que la maturité est moindre ici. Mais on y travaille ardemment avec l'appui de la maison mère. Sachez que c'est obligatoire, ce n'est pas accessoire et que on développe une offre sur tous nos secteurs. Au niveau des particuliers, il y a une offre. Au niveau des agences classiques, de la banque privée, mais aussi au niveau du centre d'affaires entreprise. Vous aviez 2 questions. Oui, je parler de ce que je peux faire plus facilement. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, en ligne, pas de questions pour le moment. Est-ce que dans la salle? C'est si limpide que ça? Moi, je peux faire un commentaire. Oui. Là, moi, je trouve que votre présentation est très complète et sciente. Moi, je reconnais que avec les 3 partenaires que vous représentez ici, c'est un véritable accompagnement pour les entrepreneurs, c'est une véritable sensibilisation aux aspects RSE. Et sur le territoire, en tout cas, c'est très présent. Avec la remarque de monsieur, voilà, c'est très appréciable. Je parle en tant que jeune entrepreneur. Et votre accompagnement est très appréciable. Merci. Après, si je peux préciser, donc effectivement, par exemple, Synergie, donc on est le pôle innovation de la Guadeloupe. Nous, on va fournir un accompagnement sur la base des besoins qu'on aura identifiés. Et logiquement, on ne peut pas non plus tout faire. Donc l'idée, c'est qu'on puisse aussi être une porte d'entrée. Ce qu'on entend souvent dire, c'est qu'on manque de visibilité sur quels sont les dispositifs, quels sont les partenaires qui peuvent nous accompagner, quels sont les acteurs sur place. L'idée aussi pour Synergie, c'est de vous aider en direct,
mais aussi de savoir faire les bonnes mises en relation, puisqu'on a plus de portes d'entrée sur le monde de l'accompagnement tel qu'il est structuré sur le territoire. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'acteurs autour de la table. Souvent, c'est dommage, on ne les connaît pas assez bien. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un écosystème. Et je dirais que ça a été aussi la démarche de BNP quand je commençais fin 2021 à structurer un petit peu justement la création, enfin, dupliquer le Green Desk aux Antilles-Guyane. Première chose, c'est regarder qu'est-ce qui se fait dans l'écosystème. Et tout de suite, je me suis dit, mais il faut qu'on adhère à Synergie. Déjà, il fédère le monde de cet écosystème dans lequel on veut essaimer encore plus. Et en plus, c'était une bonne façon justement d'animer une communauté, de faire parler de ce que nous on fait. Et puis je suis très contente parce que en émergeant sur ce sujet de la finance durable, de construire un webinaire, est venue l'idée d'associer Green Affaires que j'ai pu rencontrer via le programme 16. Donc voilà, c'est tout un système vertueux. Finalement, on travaille tous dans le même sens. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va encourager. Voilà. Vous pourriez peut-être poser votre deuxième question, du coup. Alors, appliqué peut-être pour Madame Barnier aussi, puisque peut-être plus des compétences spécifiques plus larges sur le domaine. Ça, bon, je fais un peu de RSE, mais je suis sur l'environnement. Ça sera par rapport à la comptabilité carbone. Vous avez parlé, j'ai suivi un geste avec vous, par rapport en fait, à la neutralité carbone que chaque structure doit atteindre en 2050. Vous avez parlé de compensation, vous avez deux manières d'y arriver. C'est bien sûr le fameux plant a tree, c'est un arbre, bien le marché du crédit carbone européen. Voilà. J'aimerais avoir votre avis sur, on appelle ça le scope 4, je pense que vous entendez parler, sur ces fameuses compensations. Alors, en tant que soit représentant de bien citoyen, bien. Alors, bon, après, je le laisserai peut-être parce que vous avez un partenaire qui propose cette compensation. Donc, c'est vrai que nous, pour l'instant, je ne l'ai pas abordé du coup dans la présentation. On était plutôt au niveau justement du bilan et déjà du plan d'action pour réduire les émissions de carbone. Alors, c'est pour la première étape, parce que c'est vrai que sur l'aspect de compensation, il y a encore beaucoup de débats. C'est sans doute pour ça que tu poses la question. Donc voilà. Alors, c'est pas forcément, en tout cas, nous, Green Affaires, alors c'est un petit peu différent là, avec l'offre BNP Paribas. Donc, pour l'instant, on reste au niveau du plan d'action, au niveau de l'entreprise. On est plutôt sur un petit peu à l'image des kilowatts sur le kilogramme de carbone non produit. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'insiste pas trop sur ces thématiques de compensation, mais c'est vrai qu'elle s'offre. Et puis, ça peut être une demande. Alors, on peut l'aborder si c'est une demande éventuellement forte du client, puisque il y a forcément du carbone résiduel. Hein, on n'arrive pas, à moins de s'arrêter de vraiment fermer l'entreprise, on produira toujours du carbone. Et il y a plus ou moins de maturité encore sur ça. Et par contre, les gens sont souvent un petit peu frileux. Moi, je commence à travailler avec le Brésil en particulier. Et au Brésil, ils sont extrêmement sollicités sur cette thématique-là, puisqu'en plus, à la proximité de la forêt, fait que il y a plein d'initiatives, planter un arbre, etc., ou d'autres, voilà. Mais il y a encore beaucoup de frilosité de s'investir dans ce type d'action parce qu'on n'est jamais très sûr de l'impact réel de cette compensation. Et donc, c'est vrai qu'en général, nous, pour l'instant, on est encore aussi un petit peu frileux et on attend manquer des labels, des choses comme ça, des choses bien certifiées. Parce que souvent, voilà, les gens, ils ne sont pas très sûrs que ça a vraiment de l'effet. Je suis toujours très contente. Bah, moi aussi, hein, j'ai un arbre au milieu de la forêt quelque part. Il porte mon nom, entre guillemets. Mais voilà, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu en attente d'être certain qu'il y ait vraiment la compensation. Je sais qu'il y a beaucoup de débats aussi. Est-ce qu'on peut vraiment faire la compensation au niveau d'une organisation ou est-ce qu'il faut avoir un œil un peu plus global? Donc, c'est vrai que nous, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aborde dans les bilans carbone qu'on réalise. Moi, j'ajouterais que on est, en tant que banquier systémique, engagé dans la finance durable, dans une optique d'accompagner une transition. Comme dit Céline, aujourd'hui, il y aura toujours de l'émission carbone. Sinon, on arrête tout. Aujourd'hui, 80% de l'économie dépend des énergies fossiles. On est obligé d'accompagner une transition. Donc,
La transition, c'est d'abord déjà accompagner les acteurs pour qu'ils baissent leurs émissions. J'insiste également, et j'ai joué le même discours, la première chose qu'on incite à nos entreprises à faire, c'est de diminuer leur consommation. Voilà. C'est vraiment le pan de la transition. Par contre, effectivement, comme l'activité est par nature dégage du carbone, et qu'il y a un marché mondial du carbone, on s'est dit que pour pousser et avoir vraiment couvrir l'ensemble de notre offre et avoir une offre globale, de proposer un partenaire en matière, c'est Climated, qui propose de la compensation carbone. Donc effectivement, en plus il y a un reportage qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça, où il y a eu pas mal de controverses sur comment la compensation carbone se fait, comment ces fameux projets sont suivis, est-ce qu'ils sont si bien suivis que ça. Nous, ce que je pourrais dire, parce que je ne suis pas non plus spécialiste en la matière, c'est que dans notre démarche d'accompagnement client, on le fait toujours en s'adossant à des parties prenantes qu'on aura vraiment screenées, qu'on aura vraiment analysées, notamment en matière de conformité et leur action. Et on le fait, donc déjà c'est un garde-fou pour nous, parce qu'on est hyper regardé au niveau macro par les ONG, mais aussi pour nos clients. Parce que dans cette démarche de bilan carbone, nous aussi, BNP, on fait notre bilan carbone et par rapport à cette histoire de scope, on a nos émissions propres, mais on a aussi les émissions qui émanent de nos parties prenantes. Donc, si on vous propose quelque chose, c'est qu'en général, c'est passé par les fiches codines de la banque et que ce même partenaire-là a été audité et validé par la banque. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. C'est pas... Il y a toujours de la controverse, mais nous, ce qu'on se dit, c'est quand même qu'il faut qu'on accompagne les clients. Donc, la première démarche, c'est effectivement, ceux qui n'ont pas consommé, c'est autant d'actions en faveur de la transition. Et puis, qui restera, comment on peut faire pour, dans un marché carbone qui existe, c'est controversé, mais disons, ça a la vertu d'être pragmatique. Après, voilà, donc on s'inscrit dedans, donc on le fait. Voilà. Est-ce qu'il y a... Voilà. Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, tant en présentiel qu'en distanciel, d'avoir répondu présent. On va continuer dans ces démarches-là. Enfin, aujourd'hui, vous aurez nos coordonnées respectives, tant de Lola que de Céline, que de moi-même. N'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci. On vous enverra le PowerPoint à la fin très rapidement. Et donc, vous aurez les contacts à l'intérieur. Et puis, la vidéo sera disponible sur le YouTube de Synergie comme prévu. Merci. Bonne journée.